Les batailles entre bandes, c'est le principal sujet, c'était déjà la semaine dernière, le principal sujet de conversation des Français, d'après l'IFOP, Paris Match, Sud Radio. Et depuis, il y a eu l'affaire de Champigny, une rixe hier dans le 16e arrondissement de Paris, 5 blessés, dont un grave, la plupart étaient mineurs et à l'arme blanche. Et puis, bien sûr, il y a eu la mort de cette jeune fille, Alisha, tuée par 2 adolescents d'un an plus âgés qu'elle. Elle avait 14 ans, il avait 15 ans. Bonsoir Linda Kebab. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous Linda Kebab. Vous êtes déléguée nationale du syndicat SGP Police FO, auteur de Gardienne de la paix et de la révolte aux éditions Stock. Vous parlez clair. Et c'est vrai que ce soir, on avait envie de vous recevoir pour évoquer ce qui préoccupe principalement les Français hors Covid. Je reviens, si vous voulez, de quelques instants avec plus de précision sur l'affaire d'Alisha. Alisha, lundi soir, donc, a été tuée par 2 de ses camarades de classe. Ils étaient tous ensemble, tous les 3, dans le même lycée professionnel. Les 2 assassins, je dis assassins parce que leur geste a été qualifié ce soir par le procureur de la République d'assassinat, ce qui sous-entend le fait d'avoir prémédité l'assassinat. Les faits ont été déférés, ils sont ce soir en prison, ils sont passibles de 20 ans de prison. Le procureur de la République de Pontoise, Éric Corbeau, a donné des précisions dans une conférence de presse. Je veux dire que les précisions sur les circonstances de la mort sont assez insoutenable, puisque l'enfant, cette grande enfant de 14 ans, a été jetée dans l'eau alors qu'elle était encore consciente. Pour quelles raisons? Une photo sur les réseaux sociaux, une rivalité, il y avait un triangle amoureux, des propos qui ont froissé, une bagarre. Les 2 suspects avaient tendu un traquenard à la jeune fille avant de la tuer. Ils n'ont pas montré de remords immédiat, a précisé le procureur. Écoutez. D'après ce qu'il ressort donc des auditions et des constatations qu'ils aient pratiquées de la sorte dans l'après-midi du 8, ils sont partis ensemble manger à Paris, quoi. Donc pas évident pour l'instant, mais bon, tout ça viendra aussi du travail éducatif qui devra être mené pour essayer de voir effectivement quel est leur état d'esprit. Là aussi, on est dans le subjectif, mais ils n'ont pas non plus fait part d'un remords immédiat. Voilà, ils n'ont pas fait part d'un remords immédiat, dit le procureur qu'on a entendu tout à l'heure sur LCI. Ils sont allés dîner après. Linda Kebab, vous, spontanément, quel mot vous vient à l'esprit pour qualifier ce geste? C'est horrible de le qualifier pour des enfants de 15 ans. C'est la barbarie. Les gestes comme ça, une violence, un déchaînement sur du long terme, un traquenard, une préméditation, et jeter une enfant à l'eau alors qu'elle est consciente encore, et qu'on sait pertinemment à cet âge-là et dans cet état que ça conduira à la mort. Donc autant de violence, de souffrance, de sang, parce qu'il y a eu beaucoup de sang aussi. C'est forcément de la barbarie, ou en tout cas c'est quelque chose qui fait ressortir de l'humanité, quelque chose d'assez sordide et qu'on a du mal à qualifier quand on parle d'enfants, et qui malheureusement arrive. Je crois savoir que vous êtes intervenu dans des écoles au titre de vos fonctions dans la police nationale. Vous avez senti ce qu'on ressent, nous, comme une montée de la violence de plus en plus jeune quand vous discutez avec eux? Vous le sentez? Alors, il faut vraiment dissocier la violence, comme celle, par exemple, qu'on rencontre dans les quartiers ou entre les bandes, et la violence dans l'établissement scolaire, qui souvent naît d'un harcèlement scolaire, qui malheureusement est exacerbé et fluidifié, en tout cas étalé par les réseaux sociaux aujourd'hui. Il y a une dizaine d'années, quand j'étais en brigade de police secours et qu'on intervenait dans les écoles, il y avait une violence entre les jeunes, mais ça restait encore assez limité. On avait des attaques au poing, des bagarres d'élèves, d'autres parfois qui rentraient dans les établissements pour régler des comptes. Et progressivement, ça s'est aggravé. Et on a eu conscience, nous, en tant que policiers sur le terrain, qu'il y avait de moins en moins de concertation avec les équipes éducatives dans les établissements scolaires et une volonté de faire en sorte que la sécurité et la justice n'entrent plus dans les murs de l'école parce que sacralisé.
et le sentiment que le policier n'avait plus du tout son utilité finalement pour endiguer ce type de situation. Aujourd'hui, des policiers interviennent dans les écoles, malheureusement trop peu nombreux, ce sont les policiers formateurs antidrogue. Donc ils interviennent dans le cadre de missions de lutte contre l'usage des stupéfiants. Et de plus en plus, et j'ai eu l'occasion de parler avec des policiers récemment dans le cadre de la rédaction du Beauvau de la sécurité, qui me disaient, mais de plus en plus, alors que ça fait 15 ans qu'on fait ce type de mission, on a des enfants qui nous disent, mais sortez-moi de ce harcèlement scolaire que je subis, rappelez la loi à mes camarades de classe, expliquez-leur que ce qu'ils font est injuste et est une infraction, mais même des enfants de 10 ans. Et malheureusement, le seul interlocuteur à ce moment-là qu'ils trouvent, c'est le policier. Alors que pourtant, toute la journée, ils ont une équipe éducative autour d'eux, mais avec le sentiment de ne pas être en mesure de faire entendre leur souffrance. Alors là, les 2 ados, ils devaient comparaître en conseil de discipline. Donc l'éducation nationale avait réagi dès qu'ils ont eu connaissance à la fois du harcèlement sur Snapchat. La jeune fille on avait piraté son compte, on avait pris une photo d'elle dans une situation, enfin une position intime, pas une position, mais un vêtement, enfin elle était dénudée, je crois qu'elle était en soutien-gorge, et le garçon a mis la photo sur des réseaux sociaux. Il a été convoqué en conseil de discipline, et la jeune fille aussi a été convoquée parce qu'elle avait provoqué une bagarre. Il y a eu une réaction. Et vous dites, à la limite, c'est plus l'éducation seulement qui doit le faire. Si les gamins ont besoin d'en parler à la police, c'est qu'ils veulent que ça monte plus haut, je dirais. Bien sûr, en fait, l'éducation nationale, c'est l'État. La justice, c'est l'État, la sécurité, c'est l'État. Et à un moment, il faut savoir se faire coïncider les différents services de l'État de manière à lutter contre ce type de phénomène. Pas seulement par l'éducation, c'est le rôle du système éducatif, mais aussi par la prévention et la dissuasion. Et là, c'est le rôle de la police et de la justice, même si l'éducation nationale peut jouer ce rôle. Le conseil de discipline, c'est une décision administrative de sanctionner un élève dans le cadre de son régime scolaire. Mais quand on parle de la diffusion d'une photo de celle qu'il a diffusée lui-même, on est sur une infraction, celle qu'on appelle communément le revenge porn. À quel moment le système éducatif a-t-il décidé, s'il ne l'a pas fait en tout cas, de ne pas saisir la justice? Il faudrait que ce soit quasi concomitant. Il faudrait mettre en place une sanction administrative et tout de suite que la police soit saisie par l'éducation nationale en même temps. Quand on a une commission d'infraction, on n'est plus seulement dans la chamaillerie d'enfants. En fait, on a une commission d'infraction. Et à partir de là, il faut mettre un holà. Les délégués du procureur savent très bien le faire avec le rappel à la loi. C'est une disposition qui est prévue et qui consiste à appeler un primo-délinquant, à le convoquer, à lui rappeler la loi et à lui dire qu'il va être surveillé par les services de police et de justice. Et peut-être, on ne sait pas ce que ça aurait donné, mais il aurait été bon peut-être qu'à ce moment-là, on le fasse. Et donc, du coup, il faut que l'État se décide à mettre en place un protocole et de manière à ce que toute commission d'infraction fasse l'objet d'un signalement en dehors des murs de l'école. Puisque malheureusement, la sacralité de ces murs de l'école aujourd'hui sont un peu souillées par le fait qu'il y a un système qui aujourd'hui va au-delà des murs, ce sont les réseaux sociaux. Et en dehors des réseaux sociaux, ce ne sont plus les profs, c'est de la cybercriminalité par exemple, c'est Pharos, c'est donc la police et la justice. On entend cette proposition, elle est intéressante, peut-être qu'il en sera question au Beauvau de la sécurité, qu'il y ait des réactions concomitantes, que ce ne soit pas seulement l'éducation nationale, que tout de suite, il y ait la justice, l'intérieur et l'éducation nationale qui travaillent ensemble dès lors qu'on a ce type de signalement. Est-ce que vous êtes assez formé face à ce type pour prévenir ce type de drame? Le phénomène est très récent en réalité, puisque même si le harcèlement scolaire a toujours existé, on se souvient dans les années 80 des chamailleries d'élèves qui naissent aussi de phénomènes de harcèlement. Ce qui est nouveau, c'est quand même l'introduction des réseaux sociaux. Donc qui dit phénomène numérique dit phénomène nouveau. Et il faut dire les choses, c'est qu'on a tendance un petit peu à être à la traîne sur ce type de phénomène dramatique. D'ailleurs, parfois même, on est nous-mêmes dépassés quand on a des plaintes de jeunes élèves qui viennent et qui nous alertent parce que justement le système éducatif est lui-même dépassé et qu'il faut du coup, nous, de notre côté, mettre en branle des systèmes numériques qu'on n'imaginerait pas mettre en route pour des faits comme cela. En fait, quand on pense au numérique, on pense tout de suite à la grosse cybercriminalité, à la grosse criminalité, alors qu'en réalité, les services de police et de justice sont là aussi pour des faits qui semblent mineurs, mais qui en réalité ont parfois des conséquences dramatiques, comme on peut le voir. Il faut plus de moyens. Je parlais des policiers formateurs antidrogue. Ils sont encore trop peu. Ils sont environ 2 à 3 par département. C'est encore trop peu. Il faut impérativement déployer le système, le rendre institutionnel. Il faut que les policiers soient aujourd'hui des acteurs dans les établissements scolaires et que l'on ne dise plus que les policiers n'ont plus leur place dans les écoles parce qu'ils ont autant leur place que les autres. Ils ont aussi un rôle de dissuasion et de prévention. Il faut absolument les déployer. Alors, on va parler des RICS parce que ça aussi, ça nous frappe beaucoup. Il y a eu une concentration en Île-de-France dans le temps et presque dans l'espace, Essonne, Val-de-Marne, de bagarres qui impliquaient des dizaines de jeunes avec des morts
des armes blanches. Je voulais vous citer Laurent Mucchielli, c'est un sociologue spécialisé dans la délinquance, vous devez le connaître. Il disait aujourd'hui, l'augmentation des violences des jeunes est une impression. Ça se produit toutes les années, tout au long des années. On en parle dans les heures qui suivent. Ça ne sert à rien de réagir à chaud, mais il n'y en a pas plus qu'avant. D'accord, pas d'accord? Alors c'est toujours fascinant en sociologie de voir comment est-ce qu'on peut manipuler ou en tout cas interpréter les faits. Dans les années 70, il y avait le système des loupards, les loupards en fait, qui se retrouvaient, les blousons noirs. Ouais. Les sociologues les ont observés et voilà, il y avait les couteaux à cran d'arrêt à l'époque. Quoi qu'ils avaient un âge beaucoup plus avancé. Et puis ensuite, à la fin des loupards, de ces bandes-là, il y a eu des jeunes qui ont commencé à se battre entre eux parce qu'il y avait de la défiance, souvent pour des questions de territoire, d'appartenance culturelle, d'appartenance territoriale. Et on est passé au point. Ce qui est différent aujourd'hui, c'est qu'il y a une banalisation du port d'armes. Et c'est ce que les sociologues, parfois, veulent mettre de côté. Ce qui augmente, il y a une forme de déni quand on dit ce genre de choses. Ce qui augmente, ce n'est pas la fréquence de la violence, c'est la gravité de cette violence, c'est l'intensité. Et comment est-ce qu'on peut aboutir autant à la mort en 2021, alors qu'on avait le sentiment que tout était pacifié et qu'on avait dépassé finalement le système les phénomènes des années 70. Il faut comprendre aussi, et c'est un peu comme quand on fait l'interprétation de la délinquance et quand certains vous disent « Ah non, le sentiment d'insécurité est un sentiment ». Parce que si on prend les chiffres, en effet, de manière globale, la criminalité et la délinquance baissent. Mais la violence aux personnes, la violence qu'on appelle gratuite, qui n'est jamais gratuite pour nous, mais la violence dite gratuite, les attaques aux personnes, elles sont en augmentation et les homicides également. Qu'est-ce qui intéresse en réalité le téléspectateur, le citoyen lambda? Qu'est-ce qui intéresse la population? C'est pas l'escroquerie à la carte bleue. Ce qui l'intéresse, c'est son intégrité physique. Et oui, il y a une hausse de la violence contre les personnes. Il y a une hausse aussi des homicides. En 2020, on a eu un chiffre, un nombre d'homicides jamais atteint depuis 72. Donc, s'il y a une augmentation de la violence, peut-être pas de la délinquance globale, alors on reste dans des aspects un petit peu technocrates de sociologues, ou de sociologues, pardon, mais il faut vraiment aller sur le terrain et se rendre compte que ce sentiment d'insécurité, il est prégnant, parce que la crainte pour son intégrité physique, elle est légitime. Alors, Gérald Darmanin a beaucoup dit ces dernières semaines, il l'a encore répété à l'Assemblée, au Parlement, que ces violences étaient du ressort des responsabilités des familles. Que peut faire la police de plus que les parents pour les enfants de 12 ans? Et il l'a dit, la responsabilité, elle est sur les familles. Est-ce que c'est une façon de se défausser? De démissionner? Oui. De démissionner. Bien sûr qu'il y a la responsabilité parentale et des familles, évidemment. Est-ce que c'est une façon pour Gérald Darmanin de refiler le bébé? Je vous le demande. Une fois qu'on a fait un état des lieux et qu'on a conscience qu'il y a une parentalité qui peut être défaillante parfois pour de multiples raisons, une démission ou un dépassement, peut-être qu'il y a aussi la monoparentalité qui est en augmentation et qui peut avoir aussi ses raisons. Oui, on parle des familles, mais souvent la famille, c'est une dame toute seule. C'est souvent cela, et la précarité, des difficultés sociales et économiques qui jouent, qui ne sont, attention, pas des justifications ni des excuses, mais en tout cas des facteurs. Une fois qu'on les a pris en compte et qu'on a fait ce constat-là, il faut que l'État vienne mettre son nez là-dedans. Parce que ça veut dire sinon qu'on abandonne. Et quand à longueur de temps, on parle des territoires perdus de la République, eh ben, j'ai envie de dire que ces territoires, on les a abandonnés en fait. On les a pas perdus. C'est pas quelque chose qui nous échappe. C'est quelque chose que volontairement, on délaisse. Et donc ce genre de discours, je suis désolée, mais moi je suis pas d'accord. On est policier. En tant que policier, en tout cas, quand on va dans les quartiers et qu'on constate que la seule institution qui est présente et qui est au contact des jeunes, c'est la police, parfois la PJJ, quand elle n'est pas débordée, j'étais récemment auprès d'éducateurs à Lyon qui me disaient qu'on a une centaine de dossiers par éducateur, donc du coup, impossibilité pour eux de se déplacer dans les quartiers, mais quand la seule institution dans les quartiers, c'est la police, c'est que finalement, l'État a aussi démissionné. Et qu'au bout du bout de la chaîne, on dit aux policiers, on va dire que la responsabilité, c'est les parents, parce que c'est vrai, il y a une responsabilité parentale, en tout cas pour ceux qui démissionnent et qui ne souhaitent pas. Mais dans l'absolu, tant pis pour les conséquences sur la population, tant pis pour les 99% qui vont subir, l'État se défausse et dit que c'est les parents. C'est trop facile comme constat. Vous dites qu'il ne faut pas s'arrêter à ce constat. Ça existe, mais la notion à la limite, c'est pas le ministère de l'Intérieur ne devrait pas dire ça. L'État, vous vous rendez compte, l'État avec un grand E, ça impose une responsabilité. Et cette responsabilité, c'est aussi de prendre en compte les défaillances dans la société et dans les individualités et de faire en sorte que les institutions se mettent en branle pour faire en sorte que ce type de défaillance n'ait pas de conséquences sur la société. Linda Kebab, il y a une réunion interministérielle sous l'autorité du Premier ministre vendredi qui réunit justement l'éducation, l'intérieur et le ministère de la Justice. Nouveau schéma de lutte contre ce phénomène de bande qui est attendu le 1er mai. Vous en attendez quoi, vous ?
Il faut, en tant que policier, on a le sentiment très souvent d'être isolé dans notre action. Il y a évidemment parfois des accords avec les politiques de la ville localement. On a au niveau de Paris, la mairie de Paris, qui, il faut le reconnaître, a mis en place des états généraux des RICS et qui a invité les différents acteurs, la PJJ, l'éducation nationale, les maires d'arrondissement, le préfet de police, le procureur, des magistrats. On a réussi à diviser par 2 le nombre de bandes à Paris intramuros. Donc comme quoi, quand on veut... Diviser par 2 sur quelle période? Entre 2016 et 2019. On est passé de 180 bandes à environ 80 bandes. Ça ne veut pas dire qu'il y a moins de violence, ça veut juste dire qu'on a réussi à faire en sorte que les bandes, on les éclate, on anticipe, on prévient. Elles n'ont pas été repoussées de l'autre côté du périphérique. Il s'agit d'habitants de Paris intramuros, c'est la mairie de Paris, il faut lui reconnaître ça. En 2016, a pris en compte la problématique. En 2019, il y a eu des états généraux des RICS. Et aujourd'hui, on travaille avec le préfet de police, les magistrats, le procureur, les maires d'arrondissement, la PJJ, l'éducation nationale. Et dès qu'il y a un début de phénomène, tout se met... Et vous arrivez à le repérer? Est-ce qu'il y a suffisamment de renseignements pour repérer, pour suivre la constitution des bandes, leurs activités, leurs projets? C'est possible, ça? Alors, pendant un temps, on a été très, très en retard, quand il y a eu le démantèlement notamment du renseignement entre 2010 et on va dire 2015. Puis le renseignement territorial, ou la DRPP pour la région parisienne, a commencé à reconstituer ses viviers. Donc aujourd'hui, on est un peu plus en mesure de le faire, d'anticiper. On a des groupes qui sont chargés de surveiller les bandes violentes, et puis aussi qui élargissent sur le trafic d'armes et le stupéfiant, mais qui travaillent purement sur du renseignement. On peut le faire, on a les moyens de le faire aujourd'hui. On a des collègues qui sont extrêmement investis là-dessus et qui connaissent très bien leur territoire. Et il s'agit juste maintenant que ces informations ne restent pas au fond d'un tiroir. Ah ben, on espère. Mais Gérald Darmanin a dit une phrase, j'aurais vous me l'expliquer. En parlant de l'effort de renseignement, il a dit « Les réseaux sociaux et les messageries cryptées empêchent de faire travailler notre travail de police et de renseignement comme aupauvant. » Il faut juste se renouveler, en fait. Je veux dire, la police scientifique, elle a moins de 130 ans. Est-ce pour autant qu'il faut se dire que parce qu'on est dépassé, on ne met pas en route des nouveaux systèmes? Il faut aller en fait au-delà et se dire que si aujourd'hui on est dépassé par les réseaux sociaux et les systèmes cryptés, à nous de travailler, de faire en sorte qu'on les rattrape. On ne peut pas tout simplement, tout bonnement, se cacher derrière l'incapacité. On n'a pas le droit. Et ça, Gérald Darmanin, vous savez, il a été nommé, on va y revenir avec Renaud Pilat qui nous a rejoint. Gérald Darmanin, il a été nommé par Emmanuel Macron pour justement donner un signal de fermeté sur ces questions-là en particulier. Il le fait ou pas? Il est ferme dans le discours, il faut lui reconnaître ça. Il ne fait pas d'erreur de communication, il est attentif dans le cadre du Beauvau de la sécurité et il nous écoute, on verra bien. Enfin, certains lui reprochent précisément de trop parler et de ne pas assez agir. Vous savez, moi je pense très sincèrement qu'on gagnerait au ministère de l'Intérieur à agir plus et à moins parler. Et que les seuls qui devraient parler, c'est le service de communication, qui devrait d'ailleurs parler un petit peu plus et avec beaucoup plus de pédagogie auprès de la population pour expliquer l'action de la police, et que le ministère, avec ses technocrates et son cabinet, se concentre uniquement sur l'action. Ça c'est clair. Je vous disais tout à l'heure, vous parlez clair, ça c'est clair. Vous dites au ministre de travailler, parlez un peu moins, monsieur Darmanin. Gère plus. Et laissez ça à la com, à la communication. Qu'elle le fasse bien. Renaud Pilat. Moi, service de communication, ministère de l'Intérieur, et je suis certaine que Madame Chaise le ferait très bien de son côté. Un mot, Renaud Pilat. Merci de nous avoir rejoints, parce que c'est vrai que la droite ne va pas faire de cadeau à Emmanuel Macron sur la question de la sécurité et souligner ce qu'elle considérait comme sa faiblesse, c'est-à-dire le régalien et la sécurité. Le gouvernement est sur la défensive ? En ce moment, il est sur la défensive, effectivement. La sécurité est en train de s'imposer, l'insécurité, l'ultra-violence des jeunes, c'est en train de s'imposer comme un des grands thèmes de la présidentielle. Et effectivement, quand on discute avec des élus, ils disent que pour l'instant, c'est le talon d'Achille, les résultats ne sont pas là. Enfin, en tout cas, dans l'opinion des Français, quand on voit l'actualité ces dernières semaines, effectivement, ils ont l'impression que les choses empirent. Ce matin, je peux vous dire que le président de la République a évoqué cette ultra-violence en Conseil des ministres. Du côté de l'exécutif, on nous répond 2019, un plan de lutte contre les violences en bande. On nous répond vidéoprotection devant l'établissement scolaire. Réponse pénale. Actuellement, on était à 18 mois après les faits. On veut passer au mois de septembre, m'a-t-on dit, 3 mois entre un fait et la réponse pénale. Ça, Linda Kebab, c'est très important. Je vous vois faire une petite moue. Alors, sur la réponse pénale. C'est une volonté du garde des Sceaux, sauf qu'en face, il y a des juges qui refusent parce qu'ils estiment que le temps d'enquête, ou en tout cas le temps de la justice pour les mineurs, doit être beaucoup plus long. Nous, en tant que policiers, on estime que non, parce qu'un mineur, entre-temps, il se construit, il ne comprend pas la peine au bout de 18 mois. Néanmoins, il y a quand même des juges aujourd'hui, encore une minorité malheureusement, mais qui sont extrêmement présents en matière de justice pour les mineurs, qui estiment que la répression, ou en tout cas la coercition, ne doit pas être une réponse pour les mineurs. Et donc, on est sur des combats idéologiques et je pense que le garde des Sceaux va perdre.
Ah, oui, ça aussi c'est clair. Oui, c'est une supposition de Linda Kebab. Absolument. Mais au bout du bout, c'est le juge qui décide. Je parle sous votre contrôle. Je vais vous dire, quand on discute avec les ministères sur ces sujets, justice, intérieur, éducation, très important, il n'y a toujours pas assez de coordination entre ces 3 ministères. La semaine dernière, il y a eu une réunion entre les préfets, les procureurs, les recteurs. C'est important. Mais ce qui pêche en France, me semble-t-il, c'est le manque de continuité des politiques publiques depuis 30 ans. Les gouvernements défont ce que les autres ont fait. Quand il n'y a pas de continuité, il ne peut pas y avoir de résultats. On l'a fait sur la sécurité routière et ça a marché. Le mot de la fin, Linda Kebab. À son attention, mieux que la fonction fatigue, il a réussi avec une belle rhétorique à évoquer ce que je disais il y a quelques minutes. Et vous avez raison, la coordination et le manque de coordination entre les différentes institutions de l'État. C'est ce que vous avez dit dès le début. Ça vous semble être la condition sine qua non pour répondre à des phénomènes qui aujourd'hui nous sidèrent et nous font demander effectivement où collectivement on va avec cette violence des jeunes. Merci infiniment d'avoir répondu à notre invitation. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.